Claude Régis est né en 1923. Adolescent, la lecture de Dostoïevski agit en lui comme un coup de hache qui brise une mer gelée. Après des études de sciences politiques, il étudie l'art dramatique auprès de Charles Dullin, puis de Tania Balachova. En 1952, sa première mise en scène est la création en France de Donna Rosita de Garcia Lorca. Très vite, il s'éloigne du réalisme et du naturalisme psychologique, autant qu'il renonce à la simplification du théâtre dit politique. Aux antipodes du divertissement, il choisit de s'aventurer vers d'autres espaces de représentation, d'autres espaces de vie, des espaces perdus. Ce sont des écritures dramatiques contemporaines, textes qu'il fait découvrir le plus souvent, qui le guident vers des expériences limites où s'effondrent les certitudes sur la nature du réel. Oui, je dis bien insondable, parce que si on est conscient de l'explosif, ça veut dire encore qu'on prêche. Mais que faire un théâtre qui ne soit pas subversif, qui ne contienne pas un noyau qui puisse faire exploser quelque chose dans le monde, c'est inutile en effet, je crois. Donc ça veut dire que beaucoup de gens perdent leur temps. Claude Régis a créé en France des pièces de Kleist, Pinter, Duras, Sarraute, Bond, Handke, Botto-Strauss, Maeterlinck, Moton, Harrower, Fosse, Sarah Kane. Il a dirigé Philippe Noiret, Michel Piccoli, Delphine Seyrig, Michel Bouquet, Jean Rochefort, Madeleine Renaud, Maria Cazares, Alain Cuny, Pierre Brasseur, Michael Lansdal, Jeanne Moreau, Gérard Depardieu, Bulogier, Christine Boisson, Valérie Dréville, Isabelle Huppert. Il vient de créer au Théâtre national de la Colline à Paris Variations sur la mort du Norvégien Jon Fosse. Variations sur la mort, ce pourrait être le titre sous-jacent de ses 50 années de recherche en quelques 70 mises en scène. Au-delà du théâtre, qui selon lui ne commence qu'en s'éloignant du spectacle, Claude Régis écrit un long poème, fragile et libre, dans la vastitude et le silence irradiés par le noyau incandescent de l'écriture. Un poème nocturne pour une lumière oubliée. Toutes les idées qu'on se fait sur le théâtre sont complètement fausses, et toutes les idées qu'on se fait sur le jeu de l'acteur, je crois, en général, sont fausses. Mais il n'y en a pas de vrai. Je veux dire, je ne propose rien d'autre, je ne propose rien. Je prends simplement la vertu de savoir qu'on ne sait pas. Et de travailler sur le fait qu'on ne sait pas. Et de ne pas s'appuyer sur un croit-savoir. C'est un grand risque, ça peut échouer complètement, rien ne peut se produire. Mais pourtant, on voit que si on fait confiance comme ça, justement, des choses arrivent, des choses se manifestent. Et c'est ces choses-là qui arrivent, qu'il faut regarder, qu'il faut sentir et qu'il faut faire évoluer lentement. C'est exactement comme je pense quelqu'un qui fait une toile et qui change tous les jours et qui revient sur sa toile et qui repasse des couleurs ou qui change les formes. C'est un travail comme ça qui se fait. C'est un travail presque artisanal, on le fait avec les mains, il me semble. Mais les mains sont en relation avec la tête et avec le sexe et avec les doigts de pied. Il n'y a pas non plus de hiérarchie dans les différentes parties du corps. C'est pas clair, mais je pense que déjà, on ferait un très bon travail si on arrivait à embrouiller complètement la tête des gens. Si on se laisse libre, si on laisse aller ce qui vient du texte et aussi ce qui vient de l'espace, c'est encore une chose très importante
dont l'astrophysique moderne parle, c'est-à-dire que le vide n'est pas vide, et que le vide est rempli de potentiel, et que le vide a une énergie, et que quand une particule vient dans le vide, cette énergie s'accroche sur elle, et que je trouve ça tout à fait pareil pour nous, c'est-à-dire que la cage de scène vide est une force extraordinaire qui est en attente, c'est latent, c'est une force latente et pleine de potentiel. Il est plein de tout ce qui peut naître, et quand quelqu'un arrive là-dedans, cette force, cette énergie se cristallise sur lui, et il faut que cet être se laisse traverser par cette énergie qui vient du vide, et qui vive dans une relation à l'espace où il sente chaque centimètre cube de l'air qui l'entoure et la nature de la lumière de l'air qui l'entoure et de tous les autres êtres vivants ou les autres objets qui peuvent l'entourer. Et c'est une interréaction permanente, c'est un déséquilibre permanent entre toutes les forces qui émanent des choses et des êtres en présence. Et il faut que les acteurs soient assez disponibles et détendus pour sentir, ressentir toutes ces choses. Si la moindre personne sur une scène lève le petit doigt, bouge une phalange, tout le monde doit en être informé, tout le monde doit réagir, tout le monde doit le sentir. C'est très frappant quand on va au théâtre de voir que les acteurs ne sentent rien de tout ça. Ils entrent, ils disent leur texte, ils s'embrassent, ils se prennent dans les bras, ils se foutent des coups de poing, ils sortent, ils renversent un meuble, ils font des actions. Il n'y a aucune véritable relation, ni entre eux, ni avec les objets, ni avec l'espace, ni aucune sensation du vide alentour d'eux et du vide à l'intérieur d'eux-mêmes. Alors tout est faussé, tout est falsifié. C'est pour ça que c'est tant mieux si ça ne fait pas de théâtre, parce que ce théâtre-là n'est qu'une falsification. C'est une imposture. Et je pense que le silence, comme toute forme de passivité, est extrêmement créateur, positif, énergétique, comme l'immobilité. Ça crée énormément de force et ça crée une écoute de nous-mêmes qui nous permet d'être face à nous-mêmes. Et c'est aussi ce qui détruit les civilisations dites modernes, c'est que personne ne prend plus jamais le temps ni n'a jamais le courage de se regarder lui-même face à lui-même dans le silence, sans intervention extérieure, sans distraction, comme disait Pascal. Et que donc ce recentrement sur le non-divertissement, sur la non-action, sur le non-bruit, et finalement on pourrait dire sur le rien, ce qui rejoint certaines philosophies de l'Asie, c'est une grande leçon de sagesse. Et je crois que ça serait une cure extrêmement saine pour l'humanité contemporaine. J'ai lu quelque part que toute religion est une hérésie du silence. Ça m'a beaucoup plu. Parce qu'une hérésie, c'est quelque chose qui n'est pas conforme à la règle. Et les religions s'expliquent, elles parlent, elles donnent des ordres, elles ont des morales, elles condamnent, elles jugent, elles envoient en enfer. Donc les religions elles-mêmes sont des hérésies. Et que peut-être la vraie façon d'être relié, c'est-à-dire relié à soi et relié au monde extérieur, puisque religion veut dire relié, c'est le silence. Et je m'aperçois de la force des scènes silencieuses, et comme on parlait de l'espace vide, et que le vide était plein, et plein d'énergie, si on rajoute à l'idée du vide l'idée du silence, et si on ne remplit le vide que par très peu d'interventions, et des interventions extrêmement ralenties, et si on laisse dans la parole des espaces de silence,
le monde est changé, c'est une révolution. Donc je continue à explorer les choses dans ce sens-là. Et c'est intéressant ce qui m'arrive parce que je n'ai jamais rameuté les grandes foules, les grandes masses. Je n'ai jamais fait de spectacle au Stade de France. Mais je vois qu'il y a des gens qui sont attirés et qui trouvent l'occasion, à travers ce travail, d'envisager la vie autrement, de changer leur mental, de changer leur mode de vie. Et ça, si on agit dans ce sens, même sur extrêmement peu de gens, personnellement, je crois que c'est très important, parce qu'encore une fois, ce n'est pas le nombre qui compte. Je crois qu'il y a eu aussi un glissement catastrophique dans notre époque, qui est la déification du quantitatif. Et au nom de ce développement de la quantité, on a complètement oublié de s'occuper de la qualité. Donc ce sont aussi ces détériorations qui font qu'on vit une époque qui se porte très mal. On parle beaucoup du progrès qui est flagrant. On ne parle pas assez des conséquences catastrophiques que ce même progrès génère. Mais en même temps, il y a des tas de manifestations dans la façon dont la vie sociale est organisée qui sont à proprement parler des destructions de l'humanité, qui sont quasiment des crimes contre l'humanité. Et ça serait très important qu'on réfléchisse et qu'on essaye de créer des courants. En tout cas, que quelque chose existe dans un coin, ça suffit, peut-être. Mais c'est important de s'arrêter à ces pensées-là. Et je crois que par le silence, il y a aussi toute une communication qui se fait, qui est secrète, mais qui est beaucoup plus riche que la conversation. Et d'autant plus que la plupart du temps, la conversation dérape très vite dans le bavardage. Je pense qu'une chose à rajouter à tout ce dont on a parlé, c'est la concentration. Si on est concentré dans le vide et dans le silence, un monde nouveau peut naître dans chaque homme. Ce n'est pas un évangile. Je me rappelle une ligne de Jan Fosse qui dit, en parlant de l'écriture, que bien sûr écrire c'est comme une prière sacrilège. Je pense qu'il n'y a pas qu'écrire, je pense que faire le travail qu'on fait, c'est aussi une sorte de prière sacrilège. Et je pense d'ailleurs que le sacrilège est aussi sacré que le sacré. C'est toujours pareil, c'est la loi et enfreindre la loi. Et je pense qu'en travaillant et aussi en vivant devant certaines choses qu'on voit ou qu'on sent, c'est l'équivalent d'une prière, mais justement cette prière ne s'adresse pas à Dieu, c'est simplement quelque chose qui s'élève en dehors de nous, vers autre chose que nous. Et ça, je crois que c'est très très important de travailler pour avoir toujours la sensation de quelque chose qui est en dehors de nous, quelque chose aussi qui est éventuellement inatteignable, et qu'on est dans une tension vers cette chose inatteignable. Et c'est là que les choses intéressantes se passent. On ne peut pas rester calme et tranquille, on ne peut pas non plus atteindre l'inatteignable par définition, mais la tension vers l'inatteignable, c'est la position, c'est la posture où on peut travailler, où on peut créer quelque chose, du moins je crois. Et pour être très sincère, comme j'ai été élevé d'une manière protestante et très maintenu dans l'éducation religieuse dans mes très jeunes années, le
le Notre Père reste inscrit dans ma mémoire, et je le dis quelquefois comme ça, mais c'est comme un rituel chamanique. C'est dire des mots sans très bien savoir ce qu'ils veulent dire. Et en même temps, c'est un entraînement à une transposition permanente, parce que je dis ça en pensant qu'il n'y a pas de Dieu, en sachant très bien que Dieu n'est pas aux cieux. Que simplement, si on s'entraîne à dire que ta volonté soit faite, ça veut dire que ce n'est pas la mienne qui est faite. Alors, peu importe la volonté de qui, mais ce qui est important, c'est que ce n'est pas la mienne. Et on peut comme ça transposer toutes les phrases et nous emmener simplement à une dimension qui échappe à un enfermement dans sa propre personne et une erreur qui consiste à penser que nous sommes les pilotes qui dirigeons notre existence. Par exemple, de dire « car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire », ça veut dire que je n'ai pas du tout de règne, ni de puissance, ni de gloire, moi. Et ça, c'est très important de se le répéter à longueur de journée quand on fait ce genre de métier qui pousse à la mégalomanie et à l'égocentrisme d'une manière dangereuse. J'en juge d'après mes confrères, mais j'en juge surtout d'après moi. D'ailleurs, ce ne sont pas mes confrères, puisqu'en fait, je ne fais pas de théâtre. Faust met en exergue d'une de ses pièces une citation de Dante sur l'état justement de n'être ni mort ni vivant. Et beaucoup d'auteurs ont parlé de ça. Sarah Ken dit « j'écris pour les morts ». Donc c'est évidemment quelque chose qui est en l'homme, mais seulement l'homme, et spécialement dans les civilisations occidentales, ont choisi de s'aveugler sur la mort. C'est-à-dire que ça leur fait peur au point qu'ils essayent de l'annuler complètement, de vivre avec une espèce de peur sous-jacente, mais de vivre séparément de la mort, de ne pas associer la mort et la vie. Et donc ils vivent d'une manière complètement falsifiée, complètement déséquilibrée. Et à ce moment-là, la mort est très difficile à accepter, et très difficile à vivre, si j'ose dire. Celle des autres? Non, la sienne. Est-ce qu'on vit sa mort? Oui, jusqu'à la dernière minute. Mais celle des autres nous fait connaître la nôtre. J'ai été frappé en ma toute première jeunesse par le suicide d'un ami, et c'est certain que cette incrustation par le sang du suicide dans la vie et de la mort dans la vie et dans l'amour m'a frappé définitivement. Et je pense que tout mon travail qui a commencé après cette mort est empreint de cette image-là. Et ça ne m'empêche pas de vivre, et ça me nourrit énormément. Tout ce que j'ai pu un tout petit peu découvrir d'intéressant vient de là, je crois. Peut-être justement parce que la mort est entrée dans la vie et ne l'a plus quittée.